Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, c'est le petit déjeuner politique d'Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Patrick Balkany, condamné mais libéré car très malade, c'est une décision judiciaire humaine selon vous ou pas? J'ai pas spécialement à la commenter. La Cour d'appel a jugé que son état de santé permettait pas qu'il reste en détention. Il va rentrer chez lui et se rétablir. Moi, j'ai pas à commander une décision de justice. Je suis pas pour le tribunal populaire. Voilà, il y a une décision de justice qui est rendue et puis il faut la respecter. Ouais. Est-ce que vous ressentez un climat de violence en ce moment dans le pays, autour des manifs, des retraites et même de la campagne des municipales? Incontestablement, il y a un désordre social important dans le pays. Et pour moi, il peut pas y avoir d'ordre public sans justice sociale. Et tout ça, il y a des conséquences. Vous savez, le mouvement des Gilets jaunes, quand il a démarré, vous avez des tas de gens qui l'ont commencé avec chevillé au corps la conviction du pacifisme et la nécessité, comme je le crois moi toujours, que la condition d'un rapport de force favorable, c'est le nombre, et que la condition du nombre, c'est que les manifestations soient pacifiques. Oui, mais voilà, quand après des mois et des mois, toutes les formes traditionnelles de mobilisation sont réprimées, sont méprisées, où il n'y a pas de réponse politique, et bien des gens finissent par s'impatienter. Je vous dis pas que je suis d'accord, moi je suis pas partisan de la violence en politique, mais elle s'explique en tous les cas. Oui, elle s'explique comme ça, parce que quand même, la secrétaire d'État Brune Poirson vous traite vous-même, vous, ainsi que Jean-Luc Mélenchon, d'enfants pourris, gâtés par la démocratie, et vous légitimez en ce sens aussi la violence et la violence politique. Elle nous aura mal écouté. Je comprends pas pourquoi elle a perdu pied comme ça hier matin en matinale chez vos confrères de Radio Classique. En réalité, moi je considère que loin d'être des enfants gâtés pourris de la démocratie, on a en face de nous en réalité des Tartus de l'écologie, notamment s'agissant de Madame Brune Poirson. Moi je sais pas pourquoi elle a perdu pied comme ça hier, mais je lui propose, si elle souhaite, sur le sujet de son choix, les retraites ou un autre, que plutôt que les invectives à distance, on organise un débat républicain entre nous. Je lui laisse le choix du débat. Et on pourrait tout à fait organiser cela. C'est pas nécessaire de s'envoyer les anathèmes à la figure. Vous savez, nous, ce qu'on défend, c'est... il faut avouer que Jean-Luc Mélenchon, il a parfois des formules quand même assez fleuries. Si vous voulez, la démocratie... C'est pas le plus pacifique dans la démocratie, ça n'est pas vote une fois tous les 5 ans et ensuite reste à la maison. Et aujourd'hui, on a dans le pays, effectivement, une mobilisation, un mouvement social, parce qu'on a une réforme des retraites qui est contestée par une majorité de Français et qui, en plus, ne correspond pas aux engagements présidentiels qui avaient été pris sur les retraites. Si, il avait dit une réforme des retraites. Non, vous devrez ressortir le programme d'Emmanuel Macron, Patrick. Oui, réforme des retraites. Oui, alors reprenez-le, sortez-le de vos poubelles et reprenez-le en page 13 parce que le programme d'Emmanuel Macron disait précisément, s'agissant des retraites, nous ne toucherons ni au niveau des pensions, ni à l'âge de départ. Alors, tout le monde a compris que l'âge légal de départ ne serait pas modifié. Oui, vous aurez le droit de partir à 62 ans, mais il vaudrait mieux pas pour vous. Parce qu'avec la décote et l'âge d'équilibre qui va se décaler génération après génération, si vous partez à 62 ans, il va vous en coûter. Donc, cette réforme des retraites fait précisément le contraire de ce que s'était engagé à faire Emmanuel Macron dans son programme. Vous avez 61% des Français qui y sont opposés. Ce matin, vous avez un sondage qui est pareil où on voit que près de 70% des Français souhaitent un référendum. Emmanuel Macron est en minorité sur le sujet. La bataille de l'opinion est perdue. Tous les éléments de langage sont tombés. Donc, je fais le lien avec Brune Poirson. Quand elle parle de lâcheté, des mots qui n'ont plus de valeur, je crois qu'en la matière, la Macronie n'a pas beaucoup de leçons à donner. En attendant, vous assumez l'obstruction qui a été faite, entre guillemets, la semaine dernière, ces derniers jours. L'obstruction, elle est le fait du gouvernement qui nous a quand même laissé un temps extrêmement contraint pour étudier. Là, je vous ai rapporté une étude d'impact. Montrez-le, effectivement. C'est 1000 pages qu'il a fallu étudier en 4 jours. Une étude d'impact qui vous êtes bien payé à l'Assemblée nationale pour le lire. Bien sûr. Mais une étude d'impact qui est truquée, puisqu'en réalité, le projet de loi prévoit que l'âge d'équilibre se décale génération après génération, et tous les cas qui ont été présentés là-dedans, y compris pour que les Français puissent se repérer, ont gelé l'âge d'équilibre. Ce qui fait que ça donne des cas qui sont favorables au système par points, alors que quand vous appliquez vraiment le projet de loi, c'est le contraire. C'est pas vraiment une étude d'impact, c'est une publicité mensongère. Donc vous voyez, après avoir pris les Français pour des idiots, avec des éléments de langage à dormir debout, sur une retraite universelle, juste, simple et pour tous, tout ça est tombé. Tous les arguments de l'opposition ont notamment été validés par le Conseil d'État, qui n'est pas un nid d'insoumis, et qui confirme effectivement tous les arguments de l'opposition. Il n'y a pas une réforme universelle des retraites. Elle était mal préparée, mal ficelée, quoi. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord aussi avec cette réforme. D'abord, il faut essayer d'abord de clarifier ses objectifs, parce que si Emmanuel Macron était honnête, en quelque sorte, il se présenterait devant les Français et il dirait, écoutez, moi, Emmanuel Macron, je considère qu'on consacre 14% de la richesse nationale aux retraites, c'est déjà trop, donc ça suffit. Et maintenant, vous allez travailler plus longtemps. Ça, ce serait honnête. Mais Emmanuel Macron n'assume pas ce qu'il fait. Vous voyez, en commission, on a eu des débats intéressants avec la droite républicaine. La droite républicaine, elle assume ce qu'elle pense. Elle veut une mesure d'âge. Emmanuel Macron, lui, il fait une grande mesure d'âge, en quelque sorte, mais il n'assume pas ce qu'il fait. Il biaise le truc. Emmanuel Macron, il fait de la politique comme on fait une partie de poker. Il bluffe.
Ouais. Bon, et sur le fond, il y a aussi toujours le grand flou, là, vous l'avez vu, sur la valeur du point. C'est évident. Édouard Philippe devrait préciser peut-être des choses aujourd'hui, parce qu'il va falloir construire un indice de référence. Ça, vous l'aviez compris, oui, mais justement, dans ce grand pavé, là, en fait, dans ce gros pavé. Ce qui se passe, c'est que si vous voulez, la valeur du point n'offre aucune garantie sur le niveau des pensions. J'explique rapidement le système par points, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent encore on comprend pas. Si vous comprenez pas, si vous comprenez pas, c'est pas que vous êtes trop bête, c'est que tout est fait pour que vous n'y comprenez pas trop. Le but du système à points que veut mettre en place Emmanuel Macron, loin de la réforme universelle et tout ce verbiage inutile, c'est en quelque sorte de contenir la part des richesses consacrées aux retraites. Jusqu'à présent, à mesure que la part des seniors dans le pays augmentait, on augmentait à peu près proportionnellement la part des richesses consacrées aux retraites. Emmanuel Macron dit ça suffit. Il veut en quelque sorte contenir cette part de richesse. Donc la variable d'ajustement pour un objectif qui est comptable, qui est budgétaire, c'est la vie des gens à travers l'âge auquel vous partirez ou le niveau des pensions. Parce que Patrick Roget, dire le niveau des pensions va pas baisser, c'est faux. Parce que si au même âge, vous devez travailler plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension, c'est bien qu'à ce même âge, le niveau de votre pension a diminué. Adrien Quatennens, dans la philosophie générale, est-ce que vous étiez, vous, favorable à ce que des niveaux de pension baissent pour certains à un moment donné, et puis que d'autres, pour les plus petits salaires, qu'il y ait une meilleure pension? C'est ce que voulait aussi un peu ce texte, pour des plus petits, les agriculteurs, des femmes seules, etc. Ce texte va faire en sorte effectivement que le niveau des pensions soit une variable d'ajustement pour un objectif austéritaire, d'une part, et par là même, il va encourager, comme jamais on l'a fait, à la capitalisation. Moi, je vais vous dire une chose, c'est l'inverse qu'on devrait faire. Emmanuel Macron et son gouvernement sont incapables de répondre aux deux seules questions que se posent les Français s'agissant des retraites. Lesquelles? Vous les entendez sûrement dans vos matinales. À quel âge je peux partir? Et avec quel niveau de pension? Et Emmanuel Macron, à quel âge je peux partir? Il vous dit au moins 64 ans, c'est-à-dire au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. 62 ans, vous pouvez partir. Oui, mais avec une retraite pourrie. Non, et puis, pas pourrie, 5 à 10% de moins. Non, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Mais avec des cas types qui sont truqués. Et sur le niveau de vie, surtout, ils peuvent pas répondre, ils peuvent pas s'engager. Parce que c'est leur variable d'ajustement. Moi, je propose que l'on fasse l'inverse. Vous voyez, j'ai pas besoin de 1000 pages pour vous l'expliquer. 40 pages de contre-projet, ça permet quoi? Ça permet de dire, si l'espérance de vie est en bonne santé de 63 ans, on doit pouvoir s'engager sur un âge de départ. Est-ce que c'est désirable, d'après vous, de partir à 60 ans avec un bon niveau de pension, c'est-à-dire aucune pension sous le SMIC pour une carrière complète et personne sous le seuil de pauvreté? Parce que si vous trouvez ça désirable, moi je peux vous rassurer sur la manière dont on finance cela. J'en termine, mais pour faire ce qu'on propose avec la France Insoumise, financièrement, il y a besoin simplement que l'on consacre 2 points de PIB de plus d'ici à 2040 aux retraites. C'est-à-dire simplement mieux partager la richesse produite. Le problème, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'argent un peu partout. Mais alors, attendez, pour la dépendance, etc. Oui, mais sur ce point, c'est important. J'en termine là-dessus. Parce que la question centrale autour du financement des retraites, Patrick Roget, c'est la répartition de la valeur produite. Seul le travail produit. Et quand je vous dis qu'on a besoin de 2 points de PIB de plus d'ici à 2040, ce n'est rien si vous voulez bien considérer la part des richesses produites qui est passée des poches du travail aux poches du capital. Oui, la question essentielle, c'est bien celle de la répartition de la richesse produite. Et le système par points de M. Macron, c'est le rempart pour ne pas devoir partager la richesse produite. Oui, bon, alors on a compris sur le fond. Sur la forme maintenant, quelles actions vous envisagez? Parce que lundi, le texte va être déposé à l'Assemblée nationale. On revient finalement au départ, au texte de base. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, il y a une succession d'échecs de la part d'Emmanuel Macron, le Conseil d'État qui, en gros, embrèche l'essentiel des arguments, la commission spéciale à l'Assemblée qui a dû acter son échec parce que le délai est contraint par ce gouvernement. Et moi, comme parlementaire d'opposition, je vais vous dire, je ne suis pas là pour respecter le calendrier posé par Emmanuel Macron sur une réforme aussi importante que celle-là. Donc les 19 000 amendements que nous avons déposés, on ne peut pas nous faire dire qu'on ne fait pas un travail sérieux avec un contre-projet qui est sérieux, qui est financé. Ces 19 000 amendements, je vais vous dire, on nous a parlé d'obstruction, mais en fait, c'est 19 000 occasions pour les parlementaires d'En Marche de défendre leur projet. Mais ils sont mutiques. Ils attendent que ça se passe, ils serrent les poings et puis ils serrent les dents et ils attendent. Mais en réalité... non, visiblement tout va bien. Non, mais ils ont revu Emmanuel Macron et ça va mieux. L'autre matin, il me disait, mais si vous étiez la majorité et qu'on vous avait envoyé 19 000 amendements dans la figure, qu'est-ce que vous feriez? J'ai dit, mais moi je défendrais mon projet de loi, allez-y, sortez du bois, défendez sur en quoi vous croyez. Le délai est trop court. Mais voilà, alors donc la question c'est pourquoi respecter un délai contraint? Donc lundi, on va du coup se retrouver dans l'hémicycle avec le texte initial du gouvernement qui a, je l'ai dit, succédé les échecs. Et moi j'appelle de mes vœux à ce qu'il y ait des mobilisations de nouveau, parce que je crois que la conjugaison entre l'opposition parlementaire, et je crois d'ailleurs que la méthode de la France Insoumise en commission aura fait des émules pour la séance dans l'hémicycle, je l'espère en tout cas, et je crois que la conjugaison entre ce qui va se passer à l'Assemblée et ce qui se passe dehors, on a quand même toujours
un mouvement social qui est très important, peut obtenir le retrait. Mais vous allez de nouveau présenter des amendements ou pas? Je pense qu'on va essayer même de faire un peu mieux, pour tout vous dire. Et je crois en plus d'amendements. Et je crois surtout que nos collègues d'autres groupes... Ça va être, tout va être rejeté, ça va être le 49.3, le passage en force. Ah oui, les LBD parlementaires du type 49.3 et autres. Non, clairement. Le 49.3, c'est le LBD des parlementaires. Évidemment, c'est une manière... Vous savez, tout ça se passe parfois dans l'entre-soi de l'Assemblée nationale, mais rien qu'en commission, ça paraît anodin, mais ils ont divisé le temps de parole des parlementaires par 2. On avait commencé l'examen de 3 jours, et il se figure que tout ça va se faire dans le ronronnement de l'Assemblée. Moi, je leur ai dit, mais allez-y, divisez le temps de parole par 2. Mais aujourd'hui, c'est le 21e siècle, on sort de la pièce, on fait un petit direct sur les réseaux sociaux, et le pays est au courant. Et les gens comprennent ce que ça veut dire que diviser par 2 le temps de parole des parlementaires. Donc, voyez-vous, cette réforme des retraites, Macron a perdu la bataille de l'opinion, il est de plus en plus isolé. Ce matin encore, une majorité de Français sont opposés à ce projet de loi qui, je le dis, foule au pied les engagements présidentiels. 67% des Français sont pour un référendum. Moi, je dis, monsieur Macron, l'issue raisonnable, plutôt que de vous obstiner sur cette réforme, c'est soit de retirer, et si vous n'y êtes pas disposé, soumettez ce projet à la sagesse du peuple français. Oui, mais alors avec ayons une vraie controverse. C'est compliqué. Mais vous savez, la vraie question, ça devrait être, êtes-vous d'accord pour travailler toujours plus longtemps? Mais je pense que désormais, tout le monde aura compris ce que contenait véritablement le projet de loi d'Emmanuel Macron. Il peut simplement dire, Françaises, Français, êtes-vous d'accord avec ce projet de loi? Peut-être qu'il aura de nouvelles idées, Emmanuel Macron, parce qu'il a pris un grand bol d'air. Là. Il est au Mont-Blanc, il a passé la nuit dans un refuge, le président de la République. Il se préoccupe bien de l'écologie, vous avez ce sentiment? Pour sa campagne électorale et pour la communication, tout à fait. Emmanuel Macron, il est un champion de la com. Vous savez, il se figure qu'il suffit d'être sur une scène avec un fond de scène vert et de dire je suis écolo pour que ça y est, tout le monde lui dise vous êtes champion de la Terre. Non, en quelque sorte, il faut regarder la Macronie à travers les actes. Raison pour laquelle aussi, je parle de Tartuffe de l'écologie. Je vais vous dire qui sont les Tartuffes de l'écologie. C'est Madame Brune Poirson, c'est Monsieur Pascal Canfin, Madame Nathalie Loiseau ou Monsieur Stéphane Séjourné, qui hier au Parlement européen, à l'heure où tout le monde et tous les médias parlent du tournant écolo de Monsieur Macron, ont voté au Parlement européen un accord de libre-échange avec le Vietnam qui écrase tous les engagements de la France en matière climatique et qui va augmenter de 20 à 30% les échanges et le transport. Ces gens-là sont d'affreux tartuffes de l'écologie. Je vous le dis, ils nous mettent en danger parce que, à travers la communication qu'ils font pour leurs petites ambitions politiciennes, ils nous mettent à la bourre sur tous les sujets. La France ne respecte pas ses engagements. Là, c'est l'Europe. Là, c'est davantage l'Europe. Mais vous savez que ça nous engage quand même, d'accord ? Des accords de libre-échange. Donc, d'un côté, c'était hallucinant hier. Tous les médias qui nous parlent du tournant écolo de Monsieur Macron et dans le même temps, ses amis au Parlement européen qui votent un texte qui est en contradiction avec les principaux engagements de la France sur la COP21. Donc maintenant, ça suffit. Parce que clairement, l'écologie de la communication, il y en a ras-le-bol, vu l'urgence. Et Emmanuel Macron vient de faire en sorte que d'ici à 2023, la France puisse augmenter de 6% ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui contrevient aux accords de la COP21. Et ils viennent de signer un nouveau traité de libre-échange. Adrien Quatennens, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, vous parliez des écologistes. Moi, je reviens sur ceux qui ont saccagé le siège de BlackRock après des tentatives d'intimidation du personnel. David Béliard a dit de Écologie Les Verts, je condamne toute forme de violence qui sont faites aux personnes et aux biens. Vous ne la condamnez pas, la condamnez pas. Vous dites que vous n'êtes pas partisan pour la violence. Et Jean-Luc Mélenchon a écrit sur son site, mais je refuse aussi de faire la morale à qui que ce soit. Est-ce que ça veut dire que si toutefois une permanence de la France Insoumise où le siège était saccagé, vous seriez aussi cool avec les saccageurs? On n'est pas cool quand on dit qu'on n'est pas partisan de la violence. Mais vous la pas condamnez d'accord pas. Avec la violence. Ah mais non. vous savez, condamner, c'est on a l'impression qu'on écrit notre texte à notre place. Quelle efficacité politique ça aurait simplement que je répète la phrase que vous me suggérez de répéter? Ah non, mais moi je vous suggère rien du tout. Mais quand je vous dis que je suis opposé à la violence en politique, ça mérite d'être très clair. Je crois que c'est limpide, non? Mais en réalité, vous ne dites pas que vous vous opposez, vous dites que vous n'êtes pas partisan. C'est pas la même chose. Oui, je ne suis pas d'accord, si vous préférez, avec le fait qu'on utilise la violence. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand une permanence parlementaire ou quand le domicile du président de l'Assemblée nationale fait l'objet d'une tentative d'incendie, on n'attend pas qu'on nous le suggère pour condamner. Voilà, soyons clairs. Mais néanmoins, voyons aussi ce qui se passe dans le pays. Parlons de BlackRock un instant, très rapidement. Bien sûr. BlackRock, on en a déjà beaucoup parlé. BlackRock, c'est un fonds de pension qui gère 7 000 milliards d'euros d'actifs à travers le monde. C'est 23 fois le budget de l'État français. Et c'est les investissements anti-écologiques. Donc il y a même le lien entre les tartuffes de l'écologie et les tartuffes des retraites. Vous voyez, en quelque part, c'est la même chose. Le lien est fait. Merci Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Merci de m'avoir invité. Oui, et d'avoir répondu à notre invitation. C'est pas le cas de tout le monde, en fait. Il paraît, Dans un instant, Cédric. Oui, Benjamin Griveaux, ça vous a heurté, ça, en fait, parce qu'il est critiqué sur les réseaux sociaux, qu'ils ne viennent pas? Écoutez, ça lui appartient, mais moi je trouve c'est dommage, parce qu'on a toujours une opportunité de dire ce qu'on a à dire ici. Bien sûr. Merci Adrien Quatennens.